Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver avec un nouvel épisode de podcast cette semaine. Donc cette semaine, je donne la parole à Pascal qui va nous parler d'un voyage autour du monde avec sa famille qu'ils ont fait en 2020-2021 en plein Covid. Donc ça a été un petit peu challengeant. Et en fait, Pascal, vous le savez peut-être si vous nous suivez sur le blog ou sur Instagram, ces dernières semaines avec Émilie, on voulait aller un petit cran plus loin pour vous aider à organiser des voyages en famille, vous donner encore plus d'outils pour concrétiser vos projets de voyage. Et donc on s'est associé en quelque sorte avec Pascal, qui est aujourd'hui travel planner. Et donc cet épisode est l'occasion pour nous de vous présenter Pascal. Vous allez voir à travers son expérience de tour du monde, de voyage en famille, vous allez peut-être mieux comprendre aussi qui elle est et ce qu'elle peut vous apporter. Donc il y a toute une première partie de l'épisode qui est vraiment consacrée à leur voyage, au projet, à ce que ça a apporté aux enfants, etc. Et puis en fin d'épisode, Pascal nous explique un petit peu ce que c'est qu'être travel planner, ce qu'elle peut apporter à quel type de voyageur. Et donc voilà, c'est pour nous l'occasion de vous la présenter. Et on est super heureuse avec Émilie parce que vraiment on partage les mêmes valeurs avec Pascal et donc c'est super chouette. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire et pour le moment j'arrête de parler et je vous laisse avec Pascal. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, de parler voyage. Et puis voilà, tu vas nous raconter un petit peu votre expérience de Parents Voyageurs, votre long voyage. Vous êtes partis 1 an, je crois. Tu vas nous raconter tout ça. Et puis après, on parlera aussi de ton métier que tu as choisi aujourd'hui suite à ce voyage. Donc voilà, est-ce que tu peux commencer, comme d'habitude dans les podcasts de Parents Voyageurs, par te présenter, toi et ta famille? Bon, merci en tout cas de me laisser la parole. Je trouve que c'est vraiment... j'apprécie d'écouter des podcasts, de regarder. Je suis toujours inspirée par les autres et j'espère que ce petit bout d'aventure inspirera les autres. Donc moi, je suis Pascal, je suis la maman d'une famille de 4. Alors pas de 4 enfants, mais de 4 personnes. J'ai 2 garçons qui ont maintenant 9 et 7 ans et qui, au moment du voyage, avaient 5 et 7. Okay. Voilà, et je suis accompagnée de mon mari qui lui aussi est un grand voyageur depuis longtemps. Et on est parti faire un tour du monde, même si c'est toujours un grand mot pour finalement dire qu'on a enchaîné les pays, en 2020, en septembre 2020, en plein Covid. Et on est parti sans forcément savoir précisément où on allait, mais avec une furieuse envie de réaliser ce projet, en fait, qu'on avait imaginé et qu'on ne voulait pas repousser malgré ce satané Covid. Ouais, ok. Bon, on va évidemment parler de ce gros projet. Mais moi, avant ça, je me demandais, tu nous as dit là que ton mari était déjà un grand voyageur. Quel type de voyageur vous étiez avant ce grand voyage et peut-être même avant les enfants aussi? Qu'est-ce qui vous amène à voyager? Ouais, alors lui a toujours voyagé. Je pense qu'il est, il est né en France, mais il a passé du temps à La Réunion. Il a vécu à peu près partout. Ses parents étaient, je pense que s'ils m'écoutent, ils ne seront pas vexés d'entendre que c'était un peu des hippies. Voilà. Donc, ils voyageaient avec un van vraiment comme on peut les imaginer, mais sans le côté van life, vraiment en mode hippie. Et ils ont fait l'ex-URSS. Ils ont été dans plein d'endroits, les Philippines, les États-Unis, je ne sais combien de fois. Il a vécu en Polynésie. Voilà, en tout cas, pour sa part, lui, c'est vraiment presque génétique, quoi, le voyage. Ouais. Disons que c'est un mode de vie normal, du coup, pour lui. Il a toujours connu ça, quoi. Oui, alors je pense que ce que tu soulèves est assez juste. Pour lui, c'est absolument normal et il ne l'envisage pas autrement. Ouais.
On s'est rencontrés déjà depuis de longues années, on est ensemble depuis longtemps. Et en fait, moi, j'ai commencé à voyager quand j'ai fait mes études supérieures. Alors, on voyageait avec mes parents, mais on était plutôt franco-français à ce moment-là. Et ensuite, moi, j'ai commencé à voyager quand je faisais mes études en école des beaux-arts, où là, les voyages faisaient aussi partie de l'éducation, entre guillemets. Et donc, j'ai fait les pays de l'Est, une grande partie de l'Europe. Et puis, quand j'ai rencontré la personne qui n'était pas encore mon mari, mais qui était déjà un ami, puis un compagnon, on a fait ensemble beaucoup de voyages. On est parti à New York ensemble. Je crois que ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. On était partis à New York. Enfin, Ouais. voilà. Donc, très rapidement, j'ai compris que j'avais un bon compagnon d'aventure avec moi. Et puis, en fait, c'est vraiment devenu un mode de vie. C'est-à-dire que on a toujours travaillé pour voyager et dès que possible, en fait, on a emmené nos enfants avec nous. On est plutôt backpacker, hein, on n'a pas de valise à roulettes, on est vraiment en sac à dos et les enfants, on les a élevés un petit peu dans cette dynamique-là où tu pars avec 2 t-shirts et c'est pas grave si t'es un peu crassou, quoi. Ouais. Donc voilà. Et du coup, vous profitez des vacances, quoi. Ah oui. J'imagine pour ouais. Ouais. Vacances. possible. Après, on a triché un peu. Hein. J'espère que les instituteurs et institutrices qui écoutent ne se vexeront pas, mais souvent on fait durer les petites vacances. On rajoute une petite semaine histoire de partir 3 semaines. Voilà. Oh là là, moi On est j'ose un pas peu faire des ça. vilains. Si, ouais. Avec leur accord, mais voilà. On a fait quelques beaux voyages quand tu pars un peu loin. J'ai un peu de scrupule à faire 10 heures de vol avec tout ce que ça engendre pour y rester une semaine. Donc voilà, Oui. on reste un peu plus loin. Ouais, c'est vrai. Et puis ça permet de voyager un petit peu plus lentement, de mieux s'imprégner finalement, et puis de pas être en mode touriste. Enfin, moi je dis à la chinoise, quoi, 15 pays d'Europe en 2 semaines. Voilà. C'est clair. C'est difficilement envisageable pour nous, effectivement. Ouais. Et du coup, comment vous est venue l'idée, peut-être l'envie, même si je devine un petit peu, mais l'idée et puis de ce grand voyage. Donc, vous êtes parti 1 an, c'est ça? Ouais, tout à fait. On est parti. Qu'est-ce qui a déclenché en fait la mise en œuvre de ce projet? En fait, depuis qu'on se connaît, on parle de voyage, de tour du monde. On trouve que c'est vraiment des projets qui sont, qui pour nous semblaient nous convenir en tout cas. Et on en avait très envie. On s'est rencontrés quand on faisait nos études, donc on était encore dans les études. On s'était dit peut-être à la fin de nos études. Puis finalement, en fait, les CDI sont arrivés rapidement et puis on s'est fait manger par ce petit rythme qu'on n'imaginait pas. Et on est parti en fait en voyage de noces en sac à dos à Tahiti. Ouais. Et puis à la fois parce que Tahiti fait vraiment partie de la vie de mon mari. Dans ce qu'il est vraiment, parce qu'il y a vécu longtemps, et en même temps parce que clairement c'était une bonne destination voyage de noces. Ouais, clairement. Donc du coup on est parti, mais en mode sac à dos. Donc faut imaginer sac à dos tente à Tahiti, c'est pas vraiment ambiance Bora Bora Biloti, c'est vraiment différent, mais très backpacker pour le coup. Ah oui, quand tu dis sac à dos, c'est tente aussi. Ouais. Ok. Tente. On a testé les campings. Enfin lui il les connaissait déjà avec ses parents, hein, mais du coup on a testé les campings en Polynésie au bord de l'eau. C'est génial, hein, vraiment c'est génial. Et en fait, quand justement on était sur un de ces campings à Moorea notamment, on a rencontré une famille de Bretons, on ne s'invente pas, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais les gens, on n'a pas dit, les gens ne le savent pas. Ah oui, que vous êtes enfin, vous habitez à Nantes en tout cas. On habite à Nantes et monsieur est un Breton, quoi, tu vois, avec la marinière. C'est un vrai Breton pêcheur, quoi. Et du coup, il est vrai, ce n'est pas une légende, que les Bretons sont quand même beaucoup en voyage. Je ne sais pas s'il y a une analyse un peu plus poussée sociologique, mais c'est une réalité. Et donc voilà. Donc on avait rencontré cette famille de Bretons avec leurs 2 garçons qui avaient probablement en fait les mêmes âges que les nôtres quand on était en voyage. Et qui étaient au camping avec tous les autres campeurs en mode cool, quoi. Et ces 2 garçons, en fait, très rapidement, sont venus squatter la tente avec nous. Le plus grand est parti à la pêche avec mon mari. Enfin voilà, ils étaient hyper à l'aise, quoi. Et en fait, on s'est dit à ce moment-là vraiment que ce projet de tour du monde, comme on envisageait d'avoir des enfants, on le ferait que quand on aurait la famille complète. Donc vraiment de partir avec les enfants parce qu'on se disait que ça serait égoïste de le faire sans eux, en fait, parce qu'on avait vraiment envie de ça,
probablement parce que pour nous, c'était déjà un mode d'éducation et c'était un mode de vie et qu'on voulait leur faire partager ça. Donc voilà le moment où on s'est dit qu'on ferait un tour du monde. Et puis en fait, le temps passe vite. On a continué, on a fait des voyages avec les enfants, de grands voyages un peu loin. On s'est vu qu'ils s'adaptaient très bien. Et puis à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'on se bouge les fesses et qu'on décide finalement de partir pour le faire, quoi. Parce que sinon, on allait se retrouver avec les garçons au collège, au lycée. Non pas que ça se fasse pas à ce moment-là, hein, parce qu'on a croisé plein de familles qui ont des enfants plus grands et qui étaient en voyage. Mais nous, en tout cas, on s'était dit que ça serait bien de le faire au moment où ils avaient à peu près ces âges-là. Et du coup, on s'est décidé. Et comme on est un peu têtu, lui et moi, mais on s'est dit qu'on partirait quoi qu'il en soit. Et Covid ou pas, on partirait quand même. Et c'est ce qu'on a fait. Quand vous avez décidé une date de départ, il y avait déjà le Covid ou pas? Non, on a décidé ça. En fait, on est parti avec les enfants à Tahiti. Alors, attends, c'était en 2000. Ça devait être 2019. Non, 2018, peut-être bien. Ouais, peut-être bien 2018. Parce qu'en fait, on est allé voir de la famille, des amis, enfin voilà, et puis pour leur faire découvrir aussi ça. Et à ce moment-là, c'était un peu, est-ce qu'on part s'installer à l'étranger ou est-ce qu'on part faire le tour du monde? Et en fait, on se dit, on va d'abord aller faire le tour du monde. Enfin voilà, on se sentait pas de se poser entre guillemets et de s'installer. On avait envie de nourrir cette soif de voyage, de curiosité, enfin voilà, de découverte. Et c'est là qu'on s'est décidé. Non, il n'y avait vraiment pas de Covid. C'était la Dolce Vita à ce moment-là. Tout le monde s'embrassait, on faisait la fête, tu vois. Mais non, c'était pas encore le Covid. Mais bon. Et donc, vous avez commencé à préparer un peu? Vous avez travaillé sur un itinéraire ou alors, enfin, ça voulait dire quoi à partir du moment où vous avez choisi une date de départ? Ça voulait dire quoi? Alors, enfin, la préparation, ouais. Qu'est-ce qui s'est mis en route? C'était déjà choper ton budget. Ouais. Regarder ton budget mensuel et dire ok, là j'économise, là j'économise, là j'économise. Après tu regardes tes placards, tu fais là ça sert à rien, là ça sert à rien, là ça sert à rien. Et puis voilà, en fait finalement tout se met en route pour que tout soit orienté voyage. Tes cadeaux de Noël, ça devient des sacs à dos, des gourdes et des tu vois. Ouais. Et voilà, on commence à s'équiper, on commence à réfléchir, on commence à beaucoup lire de blogs, on se relance sur pareil les podcasts, les émissions, enfin voilà, on est à fond. On implique aussi les enfants pour essayer de leur faire comprendre ce que ça veut dire. On sensibilise la famille pour leur dire qu'on va partir pendant 1 an et que ça va bien se passer, vous inquiétez pas, on n'est pas complètement fous. Globalement là-dessus, ça allait parce que je pense on a fait tellement déjà de voyages, de choses un peu, voilà, qu'ils n'étaient pas inquiets. On n'a pas reçu, je sais que certaines familles ont parfois des gens qui comprennent pas du tout, qui le vivent mal, nous, on n'a vraiment pas eu ça. On a eu un super soutien de nos familles qui trouvaient ça génial, qui pour eux, c'était une évidence. Je pense qu'on les avait déjà assez saoulés avec ça. Ouais. Donc, il y a eu vraiment une belle adhésion. C'était hyper chouette d'être soutenu. Et ça a duré jusqu'à ce qu'on décide de partir en Covid, hein, parce que ça aurait pu être un peu. Oui, ça aurait pu changer en effet. Ouais. On aurait pu nous prendre pour des fous. Je pense que certains l'ont peut-être pensé, mais ne l'ont pas verbalisé. C'était déjà hyper précieux. Donc voilà. Et en fait, la préparation, c'est ça. C'est déjà ça, de se dire, ok, quel est le budget qu'il nous faut, comment on va arriver à le dégager, qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrive, enfin bref, et commencer à tout réfléchir, puis tirer un peu le fil et te rendre compte que oui, il te faut une assurance, enfin tu vois plein de choses. Et là, tu te dis waouh. Et puis en fait, voilà, c'est aussi ce qui est beau dans la préparation. Après, on avait été hyper, comment dire, on avait un programme, on avait des pays, chacun avait voté pour ses pays, et tu veux voir quoi, et tu veux faire quoi, nanana. Et je crois qu'on on avait préparé plein de petites choses pour savoir un peu où on mettait les pieds, les bons plans. On commençait par le Japon, on avait déjà calé tout le Japon, enfin voilà. Et puis on a quasi rien fait de ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait, entre ce qu'on avait imaginé, et on rigolait d'ailleurs, on se disait ouais, mais maintenant faire un tour du monde avec Internet, tu peux tout préparer, t'as tout. Enfin, c'est vraiment plus l'aventure comme pouvaient le vivre par exemple les parents de mon mari. On se disait c'était rassurant si tu veux. Et puis bon clairement on est parti sur un autre délire. On est parti sur un délire beaucoup plus freestyle où tu sais pas où tu vas d'une semaine à l'autre et où tu sais pas si la frontière va s'ouvrir ou va se refermer sur toi. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais c'était génial quand même, hein, après.
Donc Ouais, la mais préparation, ça nous a appris aussi beaucoup à lâcher prise finalement, ce Covid, à la fois être très préparé parce que ça te demande beaucoup, beaucoup d'adaptation, mais je pense qu'on a encore plus appris à lâcher prise parce que plein d'événements ne dépendaient pas de nous, tout simplement, et qu'il fallait, voilà, fallait être capable de ça. C'est pas très français de lâcher prise, mais, ah ouais, mais on tu apprend. trouves? Ouais, je trouve, ouais, ouais. Je trouve qu'on a tendance à vouloir un peu tout contrôler. On voit, il y a des nationalités qui n'en ont rien à foutre, en fait, de savoir ce qui va se passer dans les 15 jours qui arrivent, et je les admire pour ça, Mm. parce que ça t'enlève quand même une énorme charge. Ouais, ouais, très clairement. Mm. Et du coup, alors, vous n'avez pas, à un seul instant, vous n'avez pas imaginé décaler le projet? On non, on n'a pas imaginé le décaler. Alors, en fait, on avait aussi stoppé nos 2 emplois. On avait, enfin, ça faisait partie du deal. On Donc, vous avez démissionné? ouais, tous les 2, on avait annoncé à nos employeurs longtemps avant pour qu'ils se préparent aussi. Enfin, on n'est pas partis Oui. en mode sauvage, tu vois. Ouais. Et on avait annoncé à nos employeurs qu'on quitterait, enfin voilà, que c'était fini. Du coup, il y avait aussi ça. De toute façon, on n'était pas acculés, c'est pas le mot, mais on avait tout mis en place pour pouvoir partir. On avait trouvé un locataire à la maison. Enfin voilà, l'idée c'était Ouais. vraiment de se lancer. Alors on n'a pas imaginé décaler le projet. On a imaginé énormément de possibilités au moment du départ. On a vraiment tout. Ouais, on a imaginé plein de choses. Après, finalement, au moment du départ, comme en septembre 2020, c'était, on s'en souvient déjà plus, mais on a eu la première vague. Hein, je pense, on a été à la 10e maintenant, mais Oui, première on n'en compte vague, plus. hein, voilà, c'est fini. On s'est dit deuxième vague, tout le monde, on a tous été déconfinés pour l'été pour profiter des vacances, puis on a vu que c'était le bazar la première année. Donc nous, on a senti, comme tout le monde, je pense que ça allait être le bazar et qu'il allait falloir vite quitter la France pour pouvoir voyager tout simplement. Et du coup, je pense qu'on est parti en septembre, on a dû partir peut-être le 2 septembre ou un truc comme ça, et la France reconfinait le 5. Tu vois? Donc on a pris la voiture, on a foutu toutes les affaires dans la voiture et on s'est barré. Ouais, non, on n'était pas confinés, je pense, en septembre 2020, mais au niveau des frontières, les frontières se fermaient et tout ça, ouais. Frontières fermées, enfin bref, tout. Tu avais le droit de faire, je sais plus combien de kilomètres autour de chez toi, ce qui n'était pas vraiment compatible avec un voyage, quoi. Ouais. Donc, bon, même si la voilà. région est belle, non? La région nantaise, la Bretagne, peut-être qu'on pouvait encore aller jusqu'en Bretagne. Ouais, mais on l'a bien sillonné cette région, si tu veux. Donc on était plutôt parti sur un autre délire. Mais voilà, donc on a pris la voiture sur la première partie du voyage et on est parti découvrir une partie de l'Europe en fait. Ok. Une partie qu'on connaissait pas ou peu, et puis on a fait un peu comme ça en fonction de ce qui était possible, avec la tente pour justement éviter d'être coincé, et la voiture pour pouvoir s'enfuir si jamais dans les 24 heures la frontière fermée. Voilà, c'était un peu ça. Mais donc ça s'est mis en place genre courant août, quoi, ou Ouais, je pense qu'à mi-août, j'ai souvenir de ça, à mi-août, on était au Pays Basque et en vacances, parce qu'il faut prendre des vacances avant les vacances, hein, c'est important. Ah parce que, alors moi je le dis à chaque fois que j'interviewe des familles qui ont voyagé au long cours, les voyages au long cours, ce ne sont pas des vacances. Non, c'est vrai. La vie en voyage, la vie ailleurs. C'est la vie, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'est vrai que c'est important parce que je pense qu'il y a des gens qui fantasment aussi la vie en tour du monde. Alors, les enfants font toujours des crises, les parents se prennent la tête quand même. Il y a des moments merveilleux, il y a des moments où on est malade, il y a des moments. C'est la vie. C'est vraiment tous la les vie, jours, mais ailleurs. il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on mange. Il faut faire la lessive ou en tout cas se préoccuper qu'elle soit faite. Parce que dans certains pays, tu peux la faire quand même. Mais enfin voilà, oui, c'est quand même la vie. Il faut le plus souvent faire un peu l'école aux enfants. Donc ça, tu t'ajoutes ça dans ta vie. Ouais. Non, c'est clair. Donc oui. Donc on avait pris des vacances et à ce moment-là, je me souviens qu'on pensait encore pouvoir rejoindre un de nos pays de départ. Alors pas le Japon, parce que là, clairement, on savait que c'était fermé et verrouillé pour un moment. Donc ça, on avait déjà annulé tout ce qu'on avait annulé.
mais on se disait pourquoi pas essayer de choper un bout de Thaïlande ou un bout de machin, et puis dérouler le fil. Et puis en fait, ouais, je pense, ouais, c'était autour du 15 août, tu vois. Donc très rapidement, après, on a changé de cap et puis on est parti sur une formule moins, moins contraignante, tu vois, en termes de vol, en termes de tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec la voiture et de surcroît la tente, vous étiez du coup en totale autonomie. Ouais, Donc complètement. vous êtes parti vers le sud-est, Ouais, Italie, on a fait Croatie. l'Italie, Croatie. Après, on ne pouvait pas faire, tu vois, on pouvait pas faire la Slovénie, c'était déjà fermé. On pouvait pas faire l'Albanie, on pouvait pas faire la Serbie. Je sais plus, j'en ai d'autres en tête ouais, c'était coincé. Et du coup, on a été jusqu'en Bulgarie. Ouais. On est resté un petit moment en Bulgarie et après on est passé, attends que je calcule bien, Bulgarie, on a fait, on a été jusqu'à Istanbul, en Turquie. C'était Ouais. absolument pas prévu et qui a été vraiment un vrai coup de cœur pour nous, sur cette partie, Europe. Ensuite, on est repassé par la Bulgarie puisque on va dire que la Turquie et la Grèce, c'est pas vraiment des bons copains. Et du coup, on est repassé en Grèce et là aussi, on est resté un petit moment en Grèce, à profiter finalement jusqu'à ce que la Grèce confine elle aussi, et que ça commence à devenir plus compliqué en Europe. Et on est remonté en fait avec la voiture jusqu'en France pour déposer la voiture chez mes parents dans le sud de la France. Et on a là calé un petit peu la suite de l'aventure en l'espace de très peu de temps. Et on a pris un vol pour le Brésil. Ok. Et donc là, on est à peu près quand? Vous êtes resté combien de temps On a à sillonner fait, l'Europe? ouais, on est à peu près à Noël. On a passé Noël au Ouais, Brésil, ok. tu vois. Donc Ok. c'était juste avant Noël. On est mi-décembre à peu près. D'accord. Donc le Brésil. Bon, bah, Donc le génial Brésil, le Brésil. Alors je dois te dire que j'ai interviewé Audrey de la Family Globe Exchange il n'y a pas si bah oui, longtemps. j'ai vu qu'il y Et avait. ouais. Alors le Brésil, c'était moyennement prévu. Enfin, tu vois, ils y allaient parce que ils connaissaient pas. Sans a priori, ça a été un véritable coup de cœur. Ouais. Pour vous aussi? Écoute, ouais, d'abord c'est un pays immense. Alors on en a vu Ouais. un dixième. Un dixième et on y est resté 2 mois, tu vois. C'est un pays immense. Les Brésiliens sont des gens absolument charmants. On parle pas portugais, hein, et eux parlent pas très bien anglais, on va pas se mentir. Mais ils sont vraiment généreux. Alors tu vois, ça c'est typiquement des gens qui, à 15 jours à peu près, tu vois, on va pas plus loin, on se prend pas la Ouais. tête. Tu leur donnes rendez-vous à 14h, si tu as de la chance, ils sont là à 15h30. Mais c'est pas un problème, on se détend. Et à l'inverse, tu vois, ils vont rester avec toi. Enfin, c'est vraiment des gens très très sympas. Et du coup, ouais, le Brésil, on a beaucoup aimé. Après, on a été obligé de fuir du Brésil à un moment donné parce qu'il y avait le variant brésilien qui commençait à être la bête noire dans le monde. Donc, on s'est dit avant de se faire coincer au Brésil, on s'en va. Mais on a eu le temps quand même, tu vois, de faire des best-sellers du Brésil. On va dire une partie en tout cas. On a fait Rio, on a fait Iguaçu. Après, on a été dans une partie beaucoup plus reculée et très sauvage, qui est le Pantanal au Brésil, qui est une zone humide. Enfin, c'est une réserve biologique, mais incroyable. On a vu des animaux, on était vraiment. Enfin, c'était assez surprenant cette immersion comme ça en pleine nature, au cœur du Brésil, dans un endroit qui, enfin, pour moi, était totalement inconnu au bataillon, quoi. Et donc vous avez dû quitter ce Et magnifique endroit. ouais, on a quitté le Brésil pour rejoindre la Bolivie ensuite. Mhm. Une énorme surprise là aussi, enfin, même si on avait quelques images de ce qu'est la Bolivie, parce que étonnamment la Bolivie, les Français sont assez friands, je pense, du fait qu'on soit un peu randonneur, qu'on aime la montagne, la nature. Donc les guides boliviens nous disaient qu'ils avaient quand même pas mal de Français qui venaient. Donc nous, on avait des images, on savait un peu ce qu'on allait voir. En tout cas, c'était des images. Les vivre, c'est quand même tout à fait autre chose, comme souvent. Et non, c'était très chouette, vraiment très chouette. Un pays difficile dans son accès, dans ses infrastructures. On est sur un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud, hein, donc voilà, le Covid n'était pas le seul problème qu'ils avaient, clairement. Donc, tu vois, enfin, ne serait-ce que les transports, l'accès à l'électricité, enfin voilà, on est sur un autre niveau, je dirais,
d'urbanisation, mais voilà, tu passes un autre cap quand tu arrives en Bolivie. Ah oui, ouais. Et voilà, mais en même temps, c'était vraiment pareil, un peuple hyper accueillant. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est clairement les gens qui en ont le moins qui t'en donnent le plus. Donc hyper gentil, très gentil avec les enfants aussi, vraiment très curieux à vouloir montrer des choses, hyper souriant, à faire goûter plein de choses aussi, même si la gastronomie bolivienne n'est pas celle qui est la plus réputée en Amérique du Sud. On est sur une bonne base de poulet pataterie, mais tu vois, faire goûter des herbes, faire sentir des choses, c'est rigolo. Donc non, on a vraiment beaucoup aimé la Bolivie, Sucre notamment, qui est une très jolie ville, un peu en altitude. Et puis le Salar, Tupidian, enfin voilà, toutes ces étendues de nature complètement qui te laissent sans voix en fait. C'est vraiment c'est assez difficilement descriptible. Ces territoires, te dire qu'il y a des gens qui habitent là, tu te dis mais c'est impossible de vivre là, mais si, tu croises toujours des gens. Tu te dis mais d'où ils sortent? Mais c'est ça, tu te dis d'où ils sortent. Enfin, non, c'est assez. Tu dors dans. Là, tu es accompagné parce que clairement, c'est pareil. Tu peux pas. Enfin, tu as besoin d'un 4x4 et de quelqu'un qui arrive à voir une route là où tu ne vois qu'une étendue. Et puis, tu dors dans des villages pareil où le premier soir, je pense, on devait être à 4600 mètres d'altitude. Et puis là, pouf, plus d'électricité, le générateur du village a sauté. Tu manges à la bougie avec les locaux, c'est hyper drôle. Enfin, ils sont hyper gênés. Tu leur dis, mais c'est pas grave. Enfin, nous, on a des frontales, bougez pas, on va chercher les frontales. Tu finis par laisser 2 frontales au village parce que tu te dis que là, vraiment, tu leur as révolutionné la vie. Donc, non, et puis, c'est des petits moments de partage assez chouettes, quoi. Ouais. Et tu montres aux enfants des écoles. Tu leur dis, les gars, ça, c'est l'école. Ah oui, ouais, c'est pas terrible le terrain, là. Ah oui, et du coup, les bancs, il n'y a pas de bancs, ils sont par terre, ok. Tu vois, c'est pas mal aussi quand même, y compris pour les enfants c'est ce que j'allais te demander en fait. Qu'est-ce qu'ils en perçoivent les enfants un peu de la réalité de là-bas qu'ils ont vu. Est-ce que à la fois sur les paysages et puis sur les conditions de vie? Alors, j'ai trouvé en tout cas que les enfants étaient moins, comment dire, il n'y a pas ce rapport à la pitié que tu peux trouver chez les adultes. Tu vois, où tu vas être dans une comparaison, quoi que ce soit. Les enfants, ils sont assez factuels. Ah ils ont ça, ils ont pas ça, d'accord. Ah oui, c'est vrai que ça doit pas être terrible pour écrire, tu vois, c'est vachement. C'est factuel en fait. Ils se disent juste que des fois, ça doit pas être facile quand tu leur expliques, tu vois. Après, fatalement, en Bolivie, ils ont été moins choqués parce que je pense que les enfants, il y a moins d'écart en fait entre les gens pauvres et les gens riches que par exemple au Brésil. Au Brésil, dans certaines villes, tu as des enfants qui dorment dans la rue et qui, tu vois bien, qui mangent pas à leur faim, clairement. Donc ça, par contre, ça les a dérangés. Ça les a interpellés, si tu veux, de se dire mais pourquoi leur papa et leur maman ne travaillent pas pour pouvoir les faire dormir. Donc tu leur expliques que c'est pas si simple, que tout le monde ne sait pas lire et écrire, qu'il y a plein de pays où il n'y a pas de travail pour tout le monde et que même des fois en travaillant, tu peux pas forcément te payer un logement. Voilà, donc voilà, c'est vrai que ça les a un peu, voilà, ça les a un peu bouleversés si tu veux. Mais on avait vécu ça aussi en Turquie. À Istanbul, c'est pareil. À la tombée de la nuit, tu as beaucoup d'enfants qui font les poubelles et ça les avait un peu choqués. Ouais, ça marque quand même, quoi. Voilà, ouais. Et c'est vrai que ils leur ont, pour certains, offert de la nourriture ou donné des choses, tu vois. Parce que je pense que même si on le verbalise pas, ils sentaient quand même qu'ils avaient une position de privilégié et c'est le cas, clairement, je veux dire. Ah oui, d'office, mais bon, voilà. si tu voyages pas, si tu te confrontes pas à autre chose, les enfants, ils le savent pas qu'ils ont une position de privilégié. À leur âge, les gens qui voyagent pas, ils s'en rendent peut-être compte en grandissant et encore. Il y a que en s'intéressant à ce qui se passe autour de toi que tu peux que tu peux avoir un avis sur ta propre vie finalement. Bah oui, même si en France, tu as aussi des gens qui sont extrêmement malheureux, mais c'est moins visible, malheureusement, si c'est un peu ça, quoi. Et du coup, pour le coup, la Bolivie, c'était plus des questions matérielles qui les intéressaient, tu vois, de se dire, ok, mais alors attends,
ils ont Internet ou ils n'ont pas Internet? Comment ça se passe? Tu vois, c'est des choses assez rigolotes. Assez rapidement, en fait, enfin, voilà, une fois qu'ils ont construit un cadre, ok, bon, bah, c'est comme ça, et puis ça les empêche pas d'aller jouer, enfin, voilà, d'aller faire le curieux avec ci, avec ça. Puis en fait, finalement, tu t'intéresses à des choses que tu n'as pas sous le nez, et puis tu vas découvrir. Ils s'étaient fascinés pour une espèce d'herbe en Bolivie qui faisait des mottes comme ça, et ça leur permettait de jouer avec des petits garçons, avec des petits personnages, une espèce de dinosaure, je sais pas quoi. C'est assez... J'adore parce que les enfants, c'est extraordinaire. Ils n'ont même pas besoin de parler la même langue. Ils ont à peu près le même âge et en fait, ils vont trouver un terrain d'entente et de quoi s'amuser, même s'ils se comprennent pas finalement. Ils se comprennent quand même, quoi. Il y a un truc un peu... il y a un truc un peu ok, les bases sont posées, bah, t'es comme ça, je suis comme ça, ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis je pense que, et ça, tu t'en rends compte en voyage, et pareil pour les adultes, je pense qu'il y a un côté très éphémère à la rencontre. Et donc, du coup, tu prends tout de suite ce qui est intense. C'est-à-dire que tu vas à l'essentiel, tu te préoccupes moins de l'environnement de la personne, de toutes ces choses qui sont un peu du paraître, auxquelles tu ferais peut-être attention dans un autre contexte. Et du coup, ben, tu vis un super moment, tu reverras peut-être pas la personne, même si ça te fait de la peine de dire que tu la reverras pas parce que tu as vraiment eu une belle connexion avec cette personne, et ben tu vis ce moment-là, quoi, en fait. Et je pense que les enfants, ils sont un peu naturellement un peu plus dans ce rapport-là. Ouais. Donc voilà. Et j'aurais bien voulu aussi que tu nous racontes comment ils ont vécu, eux, par exemple, les découvertes des paysages un peu dingues, comme le Salar de Uyuni, les chutes d'Iguassou. Enfin, nous, on était allés à Iguassou. On était avec notre fils, il avait 2 ans à l'époque, donc en fait, il se souvient de rien. Mais nous, c'était waouh, surtout le côté brésilien. D'ailleurs, c'est encore plus beau que le côté argentin. Ça te procure une émotion qui est difficilement explicable, je trouve, difficilement descriptible. Mais les enfants, en fait, vos enfants, comment ils réagissaient? Est-ce qu'ils se rendaient compte un peu de l'extraordinaire de la nature qui était devant eux? Alors, c'est rigolo parce que je pense que nous, adultes, on fantasme beaucoup et on a envie de voir dans nos enfants ce que nous, on voit. Tu vois, il y a un truc un peu... et c'est pareil quand tu vas autour du monde. T'as plein de gens soit quand tu dis tu vas partir en voyage ou ça, ou t'as plein de gens qui disent aux enfants, mais tu te rends compte la chance que t'as, tes parents. Mais en fait, les enfants, c'est leur mode de vie, tu vois. Et ils n'ont pas choisi, c'est toi qui les emmènes avec eux. Enfin, je veux dire, surtout quand ils sont petits. Donc eux, ils profitent de l'instant, mais ils vont pas surinvestir le moment. Tu vois, ils sont vraiment, voilà. Par contre, ils vont se souvenir de choses, ils vont vivre les choses un peu différemment de toi. Tu demandes aux enfants ce qu'ils sont souvenirs d'Iguassou, ils se souviennent très bien d'une chose, c'est qu'il y a eu une demande en mariage devant la grande chute et qu'il y avait beaucoup de vent et la dame, elle était toute mouillée. C'était très drôle. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux, je pense qu'en grandissant, ils vont se souvenir que, il y avait, effectivement, ils ont l'image de cette chute d'eau avec le vent qui t'emmène l'eau de la chute, la sensation du vent, tout ça. Et je me souviens qu'il faisait une chaleur de bœuf. Et eux, ils ont adoré le moment où finalement, la chute d'eau nous rafraîchissait, tu vois. C'est vraiment, c'est rigolo. Tu focalises pas les mêmes choses, en fait. Je pense que tu vas t'attacher à des choses différentes. Le Salar d'Uyuni, par exemple, eux, ils sautaient dans les flaques, hein, c'était ça qui les faisait marrer. Et ils se souviennent qu'il faisait très, très froid à 4h du matin. Voilà. Et après, ils se souviennent d'avoir joué à cache-cache dans les cactus et qu'on avait fait une enquête sur l'île qui est au milieu du Salar, qui est une île pleine de cactus. Donc, tu vois, en fait, je pense que fondamentalement, on a vu les mêmes choses, on a vécu les mêmes choses et ils ont... Tu vois, il y a des images, très certainement, qui sont en eux. Et puis après, les sentiments, les jeux, les découvertes vont être différentes d'une personne à l'autre, mais d'un adulte à l'autre aussi, finalement. Oui, tout à fait, ouais. Donc voilà. Mais eux, ils vont se souvenir, du coup, plus d'un petit détail, d'un truc amusant, d'une anecdote. Il y aura le décor autour, mais eux, leur souvenir sera rattaché avec ce petit point de détail. Ils reconstruiront, du coup, peut-être plus tard, en étant plus grands, avec les photos aussi, et avec les images, forcément. Mais ce qui est rigolo, c'est quand tu les écoutes parler de leur voyage à leurs copains. Ouais.
parce que du coup, il raconte des choses que toi, t'as pas, qui toi, t'ont pas forcément marqué, ou alors tu lui dis, mais tu sais, on avait été là, et puis lui, il va dire, c'est là qu'on avait mangé ça? Tu dis, mais attends, attends, oui, on avait mangé quoi? Ah oui, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, je me souviens très bien. Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu vois, les associations, en fait, de souvenirs sont pas les mêmes, mais on a vécu les mêmes choses, tu vois. Enfin, c'est rigolo. Ouais. Tu vois, tu parles du Pantanal, par exemple. L'autre jour, je discutais avec Eric, on parlait du voyage. Puis il me dit, moi, j'aimerais bien quand même que tu me fabriques un lasso pour attraper les vaches et tout. Je dis, ah oui, alors déjà, bon, on n'a pas de vache à proximité, un lasso, très bien. Et en fait, lui se souvenait d'avoir joué avec un des meneurs de bétail. Ils avaient, pour faire ce qu'ils font des concours, des petites conneries comme ça, une petite vache, un petit veau en fait en bois, Ouais. qu'ils mettaient à différentes longueurs et qui s'entraînait à attraper par les cornes, quoi. Et moi, je devais faire autre chose, un bout de lessive ou je ne sais quoi à ce moment-là, l'école à son frère, j'en sais rien. Et je me souvenais pas de ce moment-là parce que je l'ai pas vécu, parce que je l'ai vu de loin et lui, en fait, il se souvient de ce moment-là parce d'abord, ça l'a fait beaucoup marrer. Il y est arrivé une fois, bon, à mon avis, c'est ce qu'il raconte, j'aimerais bien voir ça. Et surtout, je pense il me raconte ce moment d'échange qu'il a eu avec ces 3 gars, d'espèces de bourrus de service, mais en même temps hyper gentils, qui l'ont amené voir les chevaux. Enfin, tu vois, qui se sont occupés de lui à un moment où nous, bah, on les laissait en liberté, parce que c'est aussi ça le voyage, hein, c'est de les laisser un peu vivre. Et bah, où il s'est approprié son moment, quoi. Et tu vois, je pense qu'il y a plein de moments où tu leur parles d'Iguassou, eux, ils se souviennent que là où on dormait, on avait, parce qu'on dormait dans la pampa derrière Iguassou, dans une ferme, bah, il y avait des énormes crapauds de terre qui sortaient le soir et que c'était leurs meilleurs copains. C'était des trucs énormes, des crapauds buffles dégueulasses. Et eux, ils allaient les prendre et qu'ils avaient décrété que c'était leur animal de compagnie. Et tu vois, bah, ça, c'est que quand eux, ils le racontent, que toi, tu te souviens finalement. Et donc, je pense qu'on a chacun, voilà, on a vécu chacun des moments un peu différents et puis on a investi, je pense, des moments différents et du coup, c'est rigolo. Mais on continuera à se raconter des histoires où on aura tous été au même moment et pas tout à fait vécu la même chose, quoi. Ce qui est normal, hein. On est 4 individus assez différents avec des sensibilités différentes. Bah ouais, non mais c'est génial. Parce que du coup, vous êtes rentrés il y a 1 an? Vous êtes rentrés à l'été 2021? On est rentrés à l'été 2021, ouais. Ouais, donc il y a un petit peu plus d'1 an. Et les enfants, ils en parlent encore, du coup, du voyage? Enfin, Ouais, alors ils en parlent encore et tu vois, il y a pas longtemps, on regardait une émission avec eux où pareil, c'était des familles qui étaient parties et j'ai mon plus jeune qui me dit: «Maman, combien t'as d'euros sur le compte?» Alors je dis: «Oui, pourquoi?» Il me dit: «Parce que là, tu vois, je me dis qu'on pourrait repartir. Alors, on va attendre un peu mon chéri». Tu vois, voilà. Non, je pense qu'il y a. Et ce qui est rigolo, parce que quand on était en voyage, c'était lui qui était le plus en souffrance, tu vois, par moment, de pas être. Il est un peu plus casanier que nous, et de temps en temps, il avait vraiment besoin des journées où on fait rien. Il me disait, moi, je veux une journée où on fait rien. Et en fait, c'était une journée où bah, c'était une respiration, un temps de pause, où en fait, on faisait pas rien, parce que son père et moi préparaient la suite du voyage, mais où les enfants étaient libres à la maison de faire ce qu'ils voulaient, et on n'avait pas un programme entre guillemets chargé, tu vois, où on bougeait, où on courait après un bus, un machin, un truc. Et lui, il avait vraiment besoin de ces moments un peu plus maison, quoi. Et en fait, c'est lui qui nous réclame maintenant le plus de repartir, quoi. Donc, c'est rigolo. C'est ton aîné ou c'est le plus jeune? Le plus jeune. Le plus jeune, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant. Bon, c'est super chouette. Ça veut dire que chouette. Ce que tu dis quand même, il était. T'as dit plus en souffrance, c'est peut-être un mot un peu fort, mais enfin au final il a pas souffert, quoi. Non, mais il y a des moments où il réclamait de rentrer, tu vois. Oui, oui. Ouais. Après, je pense que ce que tu disais tout à l'heure est assez juste. On n'est pas en vacances quand on est en voyage comme ça au long cours, et il y a des moments, et encore probablement plus quand on ne savait pas où on allait, donc c'est compliqué pour des enfants qui ont besoin d'un cadre, de leur dire, tu vois, de se projeter. Là, on disait, bah non, on ne sait pas où on va la semaine prochaine, on est en train de regarder avec papa, on vous dira. Et du coup, ça veut dire quand même que bah, les repères, ils sont quand même pas mal bouleversés. Je pense que, alors, je ne fais pas de psychologie infantile, mais je pense qu'il y a des moments où bah, c'est pas si simple comme pour les adultes. Il y a des moments où tu as besoin aussi de te poser
Et c'est fatigant aussi ce genre de voyage, et il faut accepter on démarre tous, hein, je pense que je suis toujours sur les blogs de voyageurs pour partager, et on démarre tous sur les chapeaux de roue comme des malades, à avoir des programmes complètement surdimensionnés, comme si tu étais en vacances, mais tu n'es pas en vacances, tu pars pendant très longtemps, donc y compris d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, tu as besoin aussi de faire attention, et tu ne feras pas tout, et c'est pas l'objectif d'un tel voyage. Et ça, tu t'en rends compte, et tu apprends sur toi-même au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et pour les enfants aussi, ce que tu disais, parfois c'était difficile pour eux de pas savoir une semaine après ce qui allait se passer, etc. Les enfants sont assez inégaux face à ça. Moi, je le vois très bien avec mes 2 enfants. J'en ai un il va poser beaucoup de questions parce qu'il a envie de savoir, mais si tu dis je sais pas encore, on va voir, ça lui convient. Alors que l'autre, ça lui convient pas. Tu vois, ils ont pas tous le même besoin du même cadre, quoi. C'est vrai qu'il y en a. Ça c'est rassurant aussi, hein, de savoir et de se dire que papa et maman ils ont quand même une petite idée et pas juste je sais pas, on va voir. C'est clair. Et puis voilà, ils sont assez inégaux, quoi, face à ça. Ouais, tu vois, mon aîné, les jours où on restait à la maison pour faire les devoirs, travailler, machin, lui, c'était ses pires journées. Ah oui. On va faire quoi aujourd'hui? Mais on fait, tu vois, non, on fait rien, mais on fait rien. Tu vois, lui, il avait besoin, tu vois, c'était rigolo. Donc, tu t'adaptes, et puis tu partages un peu aussi ton temps et puis l'organisation pour que ça convienne un peu à tout le monde. Ouais, exactement. Et donc, du coup, on finit vite, parce que je vois le temps qui passe, mais la boucle, après la Bolivie, vous êtes allé où? Et après la Bolivie, on est parti aux États-Unis. Donc là, on a fait pareil, un gros choc. Tu quittes La Paz et tu atterris à Miami. Et là, tu dis wouh. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde étrange de surconsommation? Ah, mais Miami, tout est trop à Miami. Ouais. Mais c'est drôle, c'est génial. Moi, franchement, on a beaucoup aimé aussi, mais le contraste, c'est peut-être un peu violent. Les 2 premières heures, tu te dis ok. mais la Floride a plein de petites surprises assez chouettes aussi à proposer. Après, on y est resté pas très longtemps. On a dû y rester 3 semaines. Pas très longtemps, 3 semaines. 3 semaines, enfin pas très longtemps dans un voyage d'1 an. Et après, on a filé sur la côte ouest, et on a pris un camping-car, et on est resté plus d'1 mois et demi en camping-car. Et on a sillonné en fait l'Arizona, on a traîné sur la côte ouest, c'était génial, pareil. On connaissait les États-Unis, mais plutôt, on va dire, le côté urbain des États-Unis. On a été vraiment saisis par la beauté des parcs naturels et des parcs nationaux. Vraiment, c'est assez bluffant de voir ce qu'ils ont. Je suis pas toujours très fière des Américains, mais c'est assez bluffant de voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont été capables de faire pour protéger leurs parcs, pour les rendre accessibles, vraiment, c'est impressionnant. Je trouve que c'est vraiment inspirant. Les Européens pourraient, alors pas forcément aller dans l'excès, mais il y a vraiment des choses très intéressantes, notamment pour les jeunes aussi, avec les programmes de Junior Ranger où tu pars avec ton petit cahier pour découvrir la nature. Enfin, c'est vraiment, c'est super bien fait. Et puis c'est magnifique. Enfin, ils ont des. Je te rejoins tout à fait. Hein. Franchement, nous, on connaît un tout petit peu la Floride, parce qu'on en avait passé des vacances là-bas, et un tout petit peu aussi l'Arizona et le Nevada. On avait fait un road trip. J'étais juste avec mon mari. Mais oui, je te rejoins tout à fait. Ils ont un cadre naturel qui est exceptionnel, vraiment. Alors sur tout le territoire, c'est hyper varié évidemment, mais c'est exceptionnel de beauté, de puissance. Enfin, la nature est folle, quoi. Et c'est hyper bien préservé. C'est aménagé, comme il faut en fait, pour laisser l'accès aux visiteurs qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, vont affluer dans des endroits assez dingues. T'as un petit visitor center toujours à l'entrée. En effet, pour les enfants, le petit carnet Junior Ranger, mais tu l'as, je pense, dans tous les parcs. C'est un programme national. Je pense que tu l'as dans tous les parcs des États-Unis. Donc avec plein de conseils, parce que tu as plein de jeux, évidemment, pour intéresser les enfants sur ce qu'ils vont voir, pour leur expliquer plein de trucs, puis tu as plein de conseils pour être prudent dans la forêt, savoir comment tu pêches, etc. Tu as plein de trucs. C'est très bien fait, à l'américaine, quoi. Les Américains, ils sont hyper forts pour ça. Tu as la petite cérémonie quand tu as fini. Pour avoir ton badge de Junior Ranger,
tu ramènes ton carnet et tu dois, la main levée, annoncer, donc tu répètes. C'était très drôle. Ah ouais, Mais, tu vois, d'un côté, c'est tout bête, mais en fait, surinvesti, c'est hyper drôle. Mais les Oui. gamins, ils adorent, vraiment, ils Ouais. adorent. Donc voilà, on a fait la côte ouest aussi. Et puis ensuite, on a déposé notre camping-car. Tu vois, le camping-car, ça a apporté un peu aussi de sérénité aux enfants. Le fait d'avoir sa maison avec soi et de, pendant un certain temps, voilà, savoir où tu dors. Il y a un truc un peu comme ça. Et puis après, on a traversé, on est allé à Hawaï. Voilà, là, c'était un peu compliqué parce que le Covid était quand même toujours là. Et du coup, on n'a pas pu faire toutes les îles. Mais on a fait Big Island et Oahu. Et pareil, une énorme claque. Alors, ce qui est très drôle, parce que nous, on se disait Hawaï, est-ce qu'on fait pas? On connaît bien la Polynésie. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Rien à voir. Si, tu vois certains poissons qui sont les mêmes, ça n'a rien à voir. D'abord, les îles sont immenses, là où en Polynésie, les îles sont toutes petites. Voilà. Là, les îles sont immenses. Les villes sont des villes américaines. Enfin, tu vois, c'est vraiment voilà. La culture maori est très peu présente, alors qu'en Polynésie, c'est la base. C'est la base de la Polynésie. Hein, je veux dire, c'est le socle. Mais par contre, tu as vraiment, pareil, des parcs naturels, des choses. Mais on a fait des plongées en snorkeling, mais du délire total, quoi. Nager avec des dauphins, alors que tu vas juste avec tes palmes. Enfin, c'est des raies manta, mais énormes. Pareil, en mode tout seul. Non, et puis en fait, pareil, les sites sont hyper préservés. Alors, il y a très peu de pêche. On s'est demandé si les Hawaïens pêchaient, parce qu'on s'attendait à voir, plein de, comme en Polynésie, plein de petits machins au bord de la route avec des gars qui vendent leur pêche. Pas du tout. Et du coup, mais tu as une quantité de poissons. Enfin, t'as juste à mettre la tête dans l'eau, même pour des tout petits qui savent pas nager, ils peuvent voir une quantité de poissons hallucinante. Et puis, les volcans, les randos, les cascades, c'est magnifique. Magnifique. Et le surf, et les spots de surf mythiques, et voilà. Donc, non, on a failli rester là-bas. Je te cache pas que c'était difficile de repartir. Et donc, vous êtes rentrés. Et vous n'avez pas choisi de destination d'expatriation, manifestement, parce que vous êtes rentré à Nantes. Ouais, on est rentré à Nantes avec le plaisir de revenir. Je le dis parce que c'est vrai que des fois, tu rentres et puis... Non, on est rentré, on avait prévu de rentrer, hein, on n'avait pas prévu... on a croisé des familles qui se sont installées ailleurs, mais on avait prévu de rentrer. Et on a eu plaisir à rentrer, tu vois, retrouver la famille et puis retrouver notre région qu'on aime beaucoup, que tu connais bien. Ouais. Et juste avant qu'on parle donc du retour, je voulais te demander... pendant le voyage, vous avez été suivi par une équipe télé pour TF1, si je ne me trompe pas. Déjà, comment est-ce qu'ils vous ont trouvé? En fait, on est tous... quand on se prépare à partir comme ça, on est sur des groupes Facebook la plupart du temps, de voyageurs, de familles de voyageurs, choses comme ça. Et en fait, il y a... Marilyn, une maman de grand voyageur qui en est à son 2e voyage, qui avait mis un message en disant est-ce que, donc là on devait être en août 2020, est-ce qu'il y a des familles qui partent? Parce qu'en fait c'était tellement le bazar avec le Covid que tout le monde repoussait ou alors se disait ok finalement l'Europe en camping-car, enfin tu vois des solutions un peu différentes. Et puis moi j'ai dit oui nous on part, on sait pas où mais on part, quoi. Enfin, c'est hors de question qu'on parte pas, donc on part. Elle me dit, et puis du coup, elle nous a envoyé un petit message en privé en disant, voilà, j'ai une journaliste, je connais une journaliste qui cherche à rentrer en contact avec des familles qui partent. Moi, j'ai dit, pourquoi pas, enfin voilà, nous, on a eu plaisir, si tu veux, à se laisser inspirer par des podcasts, des reportages, des blogs. Enfin, je trouvais que c'était, ça me paraissait normal à notre tour de jouer le jeu, tu vois, de partager pour peut-être déclencher des envies chez les autres, quoi. Du coup, je dis ok, oui, je te donne mon numéro de téléphone et puis transmets-lui. Et j'étais à 10 000 lieues d'imaginer que c'était TF1 déjà, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, j'ai même pas posé la question. Et puis pour elle, ça devait être évident, tu vois. Donc et puis du coup, on a eu un coup de fil d'une nénette qui s'occupe en fait de la prod pour TF1, qui nous dit voilà, c'est quoi votre projet, tout ça. Donc quelques questions. Et puis elle nous dit est-ce que vous seriez d'accord pour que la journaliste prenne contact avec vous?
Donc déjà, je me dis, ah bah merde, c'était pas la journaliste. Oui, oui, si vous voulez. Voilà, parce que nous, on travaille pour l'émission. Et là, j'ai dit, ah non, mais attendez, c'est du film. Alors, on va peut-être en rediscuter 3 minutes quand même, parce que c'est pas la même implication. Parce que moi, je me disais, ah bah oui, une petite interview qui va passer dans le journal du coin, pas de problème. Et du coup, on a quand même, j'ai dit, bon, ok, de toute façon, on pourrait échanger avec la journaliste, on en discute. Et de toute façon, pour nous, ce qui était évident, c'est qu'il fallait que ce soit aussi une rencontre avec, si c'était quelqu'un qui allait nous accompagner sur le terrain, j'ai envie de dire, il fallait que ce soit une rencontre humaine aussi, parce que c'est pas la peine d'avoir quelqu'un que tu sens pas avec toi. Je me doutais bien par ailleurs, dans mes activités professionnelles, avoir accompagné des journalistes, je savais que ça pouvait être assez, assez présent, quoi. Et puis du coup, on a fait une visio avec la journaliste, qui s'est avérée une nana très sympa, avec qui on a beaucoup rigolé pendant 1h30. Et puis on s'est dit que ça valait le coup de tenter l'aventure. Et puis ça a commencé comme ça. Ok. Et les enfants, ils ont été partants aussi directement? Ou peut-être qu'ils ne savaient pas trop ce que ça voulait dire? Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. On leur a expliqué, mais nous non plus, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Tu vois, parce que c'est une chose c'est une chose, tu vois, d'avoir accompagné des journalistes pour faire de la promotion de destination, et ça en est une autre d'être l'objet finalement du tournage. Ouais. C'est quand même vraiment tout à fait différent. Mais voilà, on leur a expliqué comment ça allait se passer. Alors ils étaient Luc a pas vraiment manifesté ni d'intérêt ni de désintérêt. Eric était assez curieux, parce que je pense qu'il était curieux du off, tu vois, de la technique, de qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être un peu stressé aussi par ce que ça veut dire, quoi. Qu'est-ce que ça peut créer, être filmé tout le temps, enfin voilà. Mais bon, pas plus que ça. Puis après, en fait, assez rapidement, tu vois, c'était août, on est parti en septembre, donc très rapidement, tout s'est enchaîné. On l'a rencontrée, on a organisé, elle est venue nous filmer quand on préparait les sacs, enfin tu vois, donc très vite, elle est rentrée dans la boucle du voyage. Ouais. Et du coup, après, comment ça s'organise dans le planning du voyage? Parce que bien évidemment, cette journaliste n'a pas voyagé avec vous pendant 1 an, donc elle vient à des petits moments. Enfin, tu vois, comment ça se passe? Combien de temps est-ce qu'elle reste avec vous? Je pense que ça dépend de chaque production. On avait fait l'émission pour ce qui était anciennement Grand Reportage et qui était Reportage Découverte ou quelque chose comme ça. Puis je crois qu'ils ont encore changé de nom. Et en fait, c'est quand même un format qui est relativement long, puisque la partie nous concernant, c'était une 20aine de minutes, je pense. Ouais. Et que pour faire une 20aine de minutes sur un voyage itinérant, il faut qu'elle revienne souvent. Et du coup, elle est venue une première fois quand on était à Nantes et qu'on partait sur l'Italie. Donc on l'a vue 2 jours à Nantes. Après, sur l'Italie, elle est restée 3 jours avec nous. Après, on devait se revoir en Turquie. Non, en Bulgarie, puis il y a eu des soucis de Covid. Puis en Turquie, elle n'a pas pu venir. Du coup, c'est une autre équipe qui a juste fait les images à Istanbul. Après, elle nous a rejoints en Grèce. En Grèce, elle est restée facilement 1 semaine. Je pense, même peut-être plus. C'est pas rien quand même. Ah ouais, bon, je crois qu'on avait fait le calcul à peu près, on n'est pas loin d'1 mois et demi ensemble. Ah ouais? Ouais. Mais tu vois, par petits bouts en fait. Peut-être 1 mois, tu vois, j'exagère. Mais elle était quand même assez présente. C'était un peu notre colocataire de voyage. Ouais. Elle venait de temps en temps. Mais du coup, parce qu'au début, vous saviez pas trop votre itinéraire, peut-être que. Ouais, pour elle, c'était la galère. Ouais, vous décidiez un peu au dernier moment, quoi. Non, mais pour elle, c'était une galère sans nom, je pense que. Enfin, tu vois, elle savait qu'elle était. On essayait de lui dire. Bon, sur l'Europe, on arrivait un peu plus à planifier dans les grandes lignes, mais. On lui disait, voilà, là, bon, je pense que dans 2 semaines, on devrait passer en Bulgarie. Ouais. Donc, elle regardait, elle se libérait un peu. Et tout. Puis on lui disait, nous, oui, on pense faire ça et ça. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que c'est vraiment. Enfin, après, je pense que c'est pas le cas dans toutes les émissions, mais en tout cas avec elle. Et ça, c'était vraiment chouette. Et je la remercierai jamais assez pour ça. C'est qu'on a fait ce qu'on voulait. Elle est jamais intervenue, si tu veux, dans notre programme. Ouais. Elle nous disait ce qui l'intéressait, ce qu'elle pensait qu'elle allait filmer ou pas. Et puis en fait, elle filmait quand même énormément. Elle avait une quantité de films astronomique. Je pense que le visionnage pour elle, ça a dû être un enfer. Mais on a toujours fait ce qu'on voulait. Ok, ouais, on ça nous a c'est pas cool. dit, là, ou je sais pas, dans telle région, j'ai vu ça, faudrait faire ça. Non. Après, elle nous disait, il me faudrait un plan.
par exemple, il me faut un plan où vous roulez dans la nature. Bon, bah oui, enfin, tu vois, on faisait attention à ce qu'elle puisse avoir ses plans, mais pour la narration de l'histoire. Mais voilà, elle nous disait juste, bah là, on va prendre un peu de temps entre le trajet de là et là, parce qu'il va me falloir des plans, et ça prend du temps. Ça prend quand même vachement de temps. Oui, donc vous avez fait le programme que vous vouliez, mais vous l'avez quand même un tout petit peu adapté selon ses besoins aussi, quoi. Ouais, en fait, c'est le volume de choses que tu peux faire quand tu es en tournage qui est énormément diminué, parce qu'elle elle a besoin de t'interviewer, elle a besoin de faire des plans d'environnement. Enfin, tu vois, elle passe. Enfin, voilà, c'est pas. Elle te court pas derrière avec la caméra H24. Elle a aussi besoin, tu vois, de créer du contexte. Sinon, je pense que pour les téléspectateurs, c'est imbuvable, quoi. Donc, et quand elle fait des petites interviews, vous faites plusieurs prises et tout, ou c'est quand même à chaque fois spontané? Non, c'est assez spontané. Alors après, oui, elle va nous reposer la question si au moment où on répond, il y a un scooter qui passe, tu vois. Oui. Des trucs comme ça. Mais c'était quand même assez spontané. Quelquefois, on refaisait, mais en fait, on refaisait pas. Elle nous disait pas. Mais tu vois, si par exemple, tu avais un des enfants qui arrivait, qui déboulait au milieu avec une question, enfin, parce que les enfants, ils sont comme ils sont, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre. Elle est là, mais en même temps, eux, ils font leur vie, quoi. Donc, ils s'en fichent, ils calculent pas, ils se disent pas, attention, je risque de passer à la télé avec ça. Non, clairement non. Ça, ils se le disent pas. Et puis, c'est surtout qu'en fait, au bout d'un moment, elle était avec nous, elle était là, quoi. Donc, ils vivaient, que la caméra soit là ou pas, ça changeait rien. Mais nous aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'elle a été mignonne. Elle nous a pas sorti les bêtises qu'on a pu dire, mais on avait les micros H24 sur nous. Donc, il y a des moments où on raconte des conneries, évidemment, y compris avec elle. Forcément. Donc voilà, tu vois, moi j'ai tendance à dire quelques gros mots. Voilà, il y a des trucs, tu fais plus attention au bout d'un moment. Puis en fait, nous, on était très à l'aise avec elle, donc du coup, le naturel revient au galop. En fait, on a été très vite, comme on était. Les gens qui nous connaissent intimement nous ont reconnus dans le reportage. Il n'y avait pas de. Enfin voilà, c'était nous, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et du coup, vous étiez content du résultat? Parce qu'après, comment ça se passe une fois? Elle fait, elle fait le storytelling, elle fait le montage et tout ça, et puis une fois que c'est fait, elle vous le montre, quoi. Mais non, on le découvre en même temps que tout le monde. Ah oui, d'accord. Ok, vous n'avez même pas une petite avant-première. Non, on le découvre en même temps que tout le monde. Elle fait le montage. Donc des fois, elle me disait, oh là là, j'ai monté cette scène, c'était génial et tout. Donc on discutait, quoi. Mais bon, après, moi, je me souvenais plus de ce qu'on avait raconté, ou voilà. Oui. Et puis, elle le présente, parce qu'elle est indépendante, elle le présente à la chaîne. Ouais. La chaîne va valider ou non toutes les séquences. Va parfois dire ça non, ça oui. Ils font très très attention aussi à des questions, tu vois, juridiques. Protection des mineurs, choses comme ça. Donc, tu vois, par exemple, les enfants sont des adeptes de la baignade, enfin, surtout le dernier. Si des fois, ils se débarrassent du maillot, les fesses à l'air dans l'eau, en Grèce, c'est pas grave, tu vois. Et la nudité des enfants, ou alors des choses qui pourraient porter préjudice aux enfants plus tard. Enfin, voilà, ils sont très attentifs à ça. Bon, tant mieux. Ouais, carrément. Non, carrément. Et ensuite, mais ça se fait très tard, quoi. Et ensuite, ils le mettent en ligne. Donc voilà, nous, on l'a découvert vraiment en même temps que tout le monde, avec le décalage horaire. Donc c'était assez rigolo. Mais il était 3h du matin, je crois, quand nous, on a visionné le truc. Et vous étiez toujours en voyage, vous n'étiez pas rentrés? Ouais. Non, on était toujours en voyage. On était toujours en voyage. Et non, c'était chouette. Écoute, on n'a eu aucun regret. Elle a été, elle a vraiment été hyper sympa, parce qu'il y a des fois où tu pouvais faire un peu d'audimat avec pas grand-chose, parce que c'est vrai que des crises d'enfants, t'en as, des moments où voilà, moi je pète une gueulante parce que ça va pas, et que c'est le bazar à la maison, parce que c'est ce que je disais, ça reste une vie de famille, un voyage, hein, donc tout à fait. Il faut pas s'imaginer que c'est des paillettes et des pétales de rose tous les matins, donc voilà, il y a des moments. Moi, je pensais ça. Non, pas du tout. Il y a des moments où le micro est toujours sur toi, au moment où tu cries sur ton enfant et que tu lui demandes de se calmer. Tu lui demandes avec amour et bienveillance de baisser le volume.
malheureusement, je suis assez sanguine et de temps en temps, ça peut partir assez vite. Donc voilà, tu vois, elle a été vraiment hyper, enfin voilà, hyper bienveillante vis-à-vis des enfants. Je pense qu'elle était assez inquiète aussi de notre avis sur le visionnage. Ouais. Elle m'envoyait des messages: «Alors, qu'est-ce que ça va? Vous êtes contents?» et tout. Je pense que c'est difficile parce qu'on a une relation d'amitié qui s'est créée et du coup, tu quand même elle est extrêmement professionnelle, vraiment. C'est quelqu'un de très, très pro et heu, voilà, pour avoir croisé d'autres personnes, vraiment c'est quelqu'un d'extrêmement pro et et en même temps, tu vois, ben, je pense qu'elle était un peu tiraillée dans le fait de pas blesser des gens qu'elle estime, quoi, donc Ouais. voilà. Mais non, non, elle a été top et puis j'en ai discuté avec l'autre famille aussi, av qu'elle avait suivie, qui eux étaient en camion, en Afrique et qui, pareil, ont trouvé enfin voilà, ont vraiment apprécié ce moment-là. Ça aurait pu être difficile, par moments c'était, difficile, c'est pas le cas, mais tu vois, ça demande une logistique un peu plus importante, donc c'est plus fatigant. Mmh. Mais franchement, d'abord quand ça a été fini, les enfants ont dit: «Beh, quand est-ce qu'elle revient?» «Quand est-ce qu'elle revient Marie-Laure? Bah, pourquoi elle vient pas avec nous au Brésil? Oh bah, en Bolivie, pourquoi elle reste pas?» Voilà, puis, quand on leur a montré le film, ils ont dit: «Mais il manque la suite du voyage!» Tu vois, je pense qu'ils auraient volontiers, ils auraient apprécié le fait qu'elle revienne et puis, tu sais, ça crée une nouveauté dans le groupe où on était. Il y avait quelqu'un qui Ouais. venait, elle était hyper sympa avec les enfants, pourtant ils étaient pas toujours cool, mais tu vois, elle jouait avec eux, elle les taquinait, enfin, vraiment, elle a été top. OK. Bon, bah, cool, une super expérience finalement, quoi. Ouais, ça a été une Ouais. aventure, dans l'aventure. Ouais, et donc revenons à nos moutons, juste avant ce petit aparté journaliste. Tu nous disais donc que vous êtes rentrés avec pas mal beaucoup de plaisir de retrouver votre région, votre famille. Comment ça s'est passé niveau boulot? Parce que vous aviez tout quitté avant le départ. Puis en fait, bah, s'est posé la question de savoir, ce qu'on allait faire puisqu'on était, libres, d'engagement et lui et moi, sachant qu'on voulait rester quand même dans la région, en tout cas au moins pour l'instant et mon mari qui travaille, plutôt, dans le web a assez rapidement, voire très rapidement retrouvé du travail. Oh, rapidement? Bah, il a été surpris, enfin il s'en doutait, mais c'est vrai qu'il a été Mmh. surpris et non, non, c'était chouette. Enfin, il était très content, il a trouvé un job, dans une équipe qui lui convient très bien et il s'éclate. Et moi, en fait, j'ai pris le temps d'atterrir un peu, tu vois? Et de me poser des questions, d'analyser aussi ce que j'avais envie, ce que je voulais plus, enfin voilà, je pense que fatalement un voyage ça te bouscule toujours et ça te change toujours même si tu t'en rends pas compte, Ouais. même si tu le fais pas pour devenir différent, mais je pense que ça te force en tout cas à avoir peut-être un regard un peu différent et du coup, j'ai en fait, toujours envie de travailler et d'être, en contact avec ce qui fait vivre notre famille, c'est-à-dire le voyage, hein, clairement. C'est notre mode de vie et ça le sera probablement jusqu'à la fin, en tout cas pour mon mari et moi. Les enfants feront leur choix quand ce sera le moment. Et du coup, j'ai un peu, pris le temps de regarder derrière moi et de me dire: «OK, moi j'avais travaillé dans le monde du tourisme, de la culture, heu, on a toujours voyagé». Quand on était en voyage, beaucoup de gens nous sollicitaient pour avoir, d'abord parce qu'ils étaient impressionnés qu'on voyage avec des enfants. Je pense que pour beaucoup, voyager avec des enfants jeunes, alors même s'ils étaient moyennement jeunes, mais heu, Bah, quand même, 5 ans et 7 ans, c'est pas ouais, c'était pas ils des sont pas bébés. aussi vieux. Ils Ouais, marchaient, c'était pas des bébés, j'avais plus ouais, besoin de mais les porter, c'était déjà pas mal. ouais. Mais je pense que pour beaucoup, en fait, un voyage, déjà, c'est compliqué et un voyage avec des enfants, ça peut être un peu insurmontable. Parce que ça te demande, probablement un peu d'organisation, ça peut être stressant, enfin voilà, puis je pense que la société fait qu'on surinvestit aussi beaucoup, la responsabilité de chacun et du coup, ben, on te demande d'être tout à fait parfait, y compris dans ton voyage et si tu emmènes tes enfants, il faut que ça soit parfait, pas risqué, nanana nanana. Bon, voilà et donc je pense que du coup, il y a beaucoup de on est inspirant, c'est pas le mot, mais je pense qu'on donnait envie à des gens, d'oser des choses. Peut-être que, comme vous le faites avec les podcasts, enfin, le fait de témoigner sur Instagram,
on a été suivis par TF1 aussi. Donc certains nous ont découverts à la télé, qui se sont dit ah ouais c'est quand même c'est possible. Enfin, on n'est pas des ovnis, on est Monsieur et Madame tout le monde. Comme toi en voyage, et puis on n'est pas parti du jour au lendemain en faire un tour du monde. On a commencé par des plus petits voyages, on a vu que les enfants s'adaptaient, enfin tu vois, on a évolué. Non, mais vous êtes une famille, c'est pas une famille de plus, mais enfin oui, vous êtes aussi une famille qui, et puis vous montrez à votre niveau en fait que bah oui, c'est possible de faire le type de voyage que vous aimez, et voilà, même avec des enfants quoi. Ouais, complètement, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, je me suis dit que probablement je pourrais accompagner et aider des gens à réaliser leur projet de voyage. Que ça pourrait être aussi voilà, une mission, parce que je l'imagine vraiment comme ça. Et donc j'ai commencé à creuser la question, en fait, à réfléchir un peu. J'avais aussi envie de mettre à profit les rencontres que j'avais fait pendant le tour du monde, notamment avec des guides absolument merveilleux qu'on a rencontrés au Brésil, en Bolivie, qui sont des gens hyper consciencieux, hyper prévenants, très précieux dans leur connaissance de leur territoire. Et petit à petit, en fait, est venue assez naturellement la possibilité de créer une agence de travel planner. C'est un métier qui existe assez peu, même si on commence à être quelques-unes, puisque ce sont plutôt des femmes, même s'il y a quelques hommes, mais on va pas se mentir, on est plutôt un groupe de nanas. Mais tu as raison, c'est assez nouveau, je pense, comme métier quand même. Hein. Alors tu vois, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un métier qui vient plutôt d'outre-Manche, de nos amis anglo-saxons, qui ont probablement quelques tours d'avance sur la question du service et de l'accompagnement, du coaching, de tout ça. Pour qui c'est pas un problème de se faire aider si on n'arrive pas à réaliser quelque chose et de se faire aider par quelqu'un qui a une expertise que tu n'as pas. Donc voilà, concrètement c'est ça. Et un travel planner, en fait, c'est une personne qui va t'aider à réaliser et à programmer le voyage que tu as envie. C'est pas, voilà. Quand moi j'accompagne mes clients, je dis pas super, je vais faire un voyage comme moi je le ferais. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un voyage en fonction de qui est en face de moi, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelle est votre zone de confort, quelle est là où vous avez envie d'aller, est-ce que vous avez envie de vous dépasser un peu, est-ce que si tu as envie de faire une semaine et de prendre tes petits déjeuners tous les matins à l'hôtel parce que ça t'apporte un bien-être et que finalement c'est comme ça qu'ensuite tu peux aborder ta journée. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je déjeune pas le matin, mais c'est pas grave, tu vois. Je veux dire, on est tous différents. On va avoir ce qui pour moi va être une aventure, pour toi va être insurmontable. Ce qui pour toi va être un moment de plaisir sera peut-être un moment d'ennui pour moi. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet, il n'est pas là. Vraiment, le sujet, c'est de dire, ok, je suis travel planner, je t'aide à réaliser ce que tu veux, c'est-à-dire que ces moments de vacances qui sont quand même des moments rares dans la vie, hein, on part pas en vacances, en voyage si fréquemment. On aimerait tous partir sans doute un peu plus souvent, mais c'est un temps donné dans ta vie, tu vas y consacrer un budget qui est un budget vraiment important pour toi, enfin voilà, et c'est de faire en sorte que ce moment-là soit un moment, parfait c'est pas le mot, mais en tout cas que ce soit pas un moment de frustration, c'est-à-dire que tu sois pas déçu, que tu aies fait des découvertes, que tu aies osé des choses que tu n'avais pas forcément osé, que tu sois rassuré, que tu sois zen aussi, ça c'est important. Je sais que voilà, j'ai accompagné notamment une super famille pour l'organisation de leur voyage au Brésil. Ils sont restés 1 mois au Brésil avec leur petit garçon qui a 1 an, qui avait 1 an au moment du voyage. Et c'est des gens qui voyageaient, c'est vraiment des gens qui sont débrouillards, mais le fait de partir avec leur petit bonhomme, ça rajoutait un stress et du coup ils avaient besoin d'être de s'alléger de ça. Donc voilà, il y a ça sur la partie un peu j'aide les gens qui ne savent pas organiser des voyages et qui n'ont jamais fait et pour qui c'est une inquiétude. J'aide les gens qui sont débordés parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'il faut aussi accepter que parfois on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait en fait. Hein. Ouais. Et puis préparer un voyage, ça prend du temps. Faut pas se mentir. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Nous, on a l'habitude d'organiser nos voyages par nous-mêmes depuis toujours, mais ça prend du temps. On y consacre vachement de temps. C'est pas en un claquement de doigts que tu recherches, tu te renseignes sur les destinations, tu changes d'avis 10 fois, comment on y va, où est-ce qu'on loge, qu'est-ce qu'on fait, etc.
à quel moment on se garde la latitude, parce que après ça dépend aussi, ça c'est aussi très très personnel, hein, et puis la durée aussi du voyage. Sur un mois, tu vas peut-être pas tout caler tous les jours. Sur 10 jours, tu vas peut-être un petit peu plus organiser, etc. Mais oui, c'est beaucoup de temps à passer. C'est ça. Et puis en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent quand on en rigole, mais avec d'autres travel planners. L'information, toutes les informations potentiellement, vous les avez, sauf qu'il y en a tellement qu'il faut imaginer. Enfin, moi, je blague toujours, mais en gros, tu ouvres ton ordinateur, tu commences à faire une recherche, puis tu commences à lire un blog, puis tiens, bah super, elle est sympa cette famille, et puis tu commences à regarder d'autres voyages, puis tu commences à faire ça, et puis tu vois un hébergement, et puis une cascade, elle est où? Tu as fini ta soirée, tu as passé 3 heures, tu n'as rien réservé, tu n'as rien booké. Tu sais toujours pas où t'en es. Et pire que ça, la personne qui t'accompagne en voyage, c'est-à-dire ton mari qui était peut-être en train de faire je sais pas quoi, lui n'a absolument pas lu les mêmes choses, va te demander alors on en est où là. Tu vas t'énerver, tu as 2 doigts de lui mettre un coup de boule et vous n'avez pas avancé. Non mais je blague un peu, mais c'est ça. En fait, un travel planner, c'est une personne qui va faire vraiment toute la partie de recherche et qui va te proposer un choix sélectionné en fonction de tes envies. Tu vois, moi quand j'accompagne mes voyageurs, je leur dis, OK, la période, est-ce que vous savez où vous voulez aller? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc, on essaie de déterminer en fonction de leurs envies, de leurs habitudes, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas, de qui les accompagne, de ce qu'ils sont capables de supporter en termes de transport, enfin, tu vois. Et ensuite, je leur propose 2-3 hébergements, mais pas plus. Parce qu'un hébergement, tu n'as pas de choix. 2 hébergements, c'est l'un ou l'autre, mais du coup, tu sais pas trop. 3 hébergements, il y a peut-être un favori. 5, c'est fini, tu sais plus, parce que tu en as 2 qui te plaisent et tu vois. Donc c'est ça. Mon rôle, c'est vraiment de décharger aussi tout ça et finalement de permettre aux gens d'être focus ensuite sur leurs vacances. Et après, j'accompagne aussi sur la sélection du programme quand il y a un programme, d'un itinéraire de road trip quand il y a un itinéraire. Enfin voilà. Mais ça, on le construit vraiment. Moi, j'ai toujours tendance à dire que on fait du travail ensemble avec mes clients. Eux sont décisionnaires du début à la fin. Et moi, je leur apporte des possibilités. C'est eux qui choisissent vraiment. Ok. Et du coup, quelle est la différence entre un travel planner et une agence de voyage? Alors, on va avoir 2 modes de fonctionnement différents. Les 2 peuvent convenir à des publics différents, mais parfois une personne va des fois être satisfaite d'une offre d'agence de voyage et à un autre moment avoir besoin d'un travel planner. Je pense que ça, c'est... Moi, j'ai pas de souci avec les agences de voyage en tant que telles. J'ai des anciennes connaissances qui travaillent dans des agences et qui sont des gens très bien. Et qui font pas mal leur boulot non plus, c'est juste qu'on n'a pas du tout les mêmes offres. Une agence de voyage va vous proposer un produit packagé, c'est-à-dire un produit qui a un départ et une arrivée qui est fixe, sur laquelle les étapes sont globalement cadrées, avec des hébergements qui sont déjà négociés à l'avance, puisque l'idée pour eux, c'est de dégager une marge sur le volume de vente. Et de se payer comme ça en fait, hein. Donc voilà, dans les grandes lignes c'est ça. Donc la flexibilité, si tu veux, elle est assez réduite. Si tu as envie d'un voyage un peu plus personnalisé, sur mesure, qui suit ton rythme aussi, et je pense que c'est là aussi où avec des enfants ça a du sens. Quand tu as des enfants, tu peux pas. Il y a des matins où ça va être très compliqué à 8h30 d'aller prendre le bateau pour aller à tel endroit en excursion parce que à 8h30 tout le monde est claqué parce que le petit dernier a fait que pleurer toute la nuit parce qu'il a eu une poussée dentaire ou je ne sais quoi, tu vois. Peut-être que la veille, tu as fait une grande rando et que tout le monde est claqué. Enfin, c'est ça. En fait, le rythme que tu peux imposer à un adulte, je pense que c'est un peu différent quand tu voyages avec des enfants. Donc voilà. Et du coup, une agence de voyage va te vendre une formule clé en main. Donc tu signes pour un voyage et tu sais quel est le montant dès le départ. Donc ça te convient pas. Un travel planner va se faire rémunérer à la journée enfin en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que si tu pars 10 jours, moi je ferai l'équivalent de 10 jours de recherche pour toi, 10 jours de forfait de recherche. Et donc en fait, moi que tu partes avec un budget de 30 000 € ou un budget de 2 000 €, ça n'a aucun impact. Je ne prendrai pas de pourcentage sur ça. Si tu veux dormir dans une tente dans le jardin d'un Polynésien ou si tu veux dormir dans un hôtel à Bora Bora, ça n'a pas d'impact pour moi. C'est vraiment ton choix, c'est toi, on va fixer un budget ensemble et moi je fais en sorte de tenir ce budget pour que ton projet se réalise. Avant, évidemment, je m'assure que ton budget soit réalisable. Réaliste. Voilà, si tu me dis on part à 4, on a mis 500 € pour aller à Tahiti, je te dis va falloir un peu un peu. Voilà.
Alors, je peux t'envoyer à Tahiti, le petit village perdu. Mais Au non, guichet de Air Tahiti à voilà, Roissy. exactement. Mais voilà, l'idée, c'est que je m'assure en amont que ce soit un budget réalisable et ensuite, on construit ensemble. Mais c'est toujours, tu vois, je parlais tout à l'heure des hébergements. Je te propose 3 hébergements. S'il y en a un qui est à 70 € à la nuit et l'autre à 150, c'est toi qui vas choisir. Moi, je n'ai pas d'intérêt à te vendre tel ou tel Ouais. hébergement, tu vois. Et à l'inverse, si demain tu me dis, mais écoute, les 3 hébergements, ça va pas du tout, on s'est pas compris, moi je voudrais plutôt ça, ok, je prends le temps, je refais une recherche. On construit ensemble. Vraiment, on construit Ouais, ok. ensemble. On est sur du sur-mesure, mais pas à budget agence sur mesure, si tu veux. Ouais. Puisque moi, le principe, c'est que je facture 29 € par jour de voyage pour 4 personnes, pour un forfait de 4 personnes, en fait. Donc, c'est assez, ça reste en fait accessible à un grand nombre de voyageurs. Ouais, tout à L'idée, fait. c'est ça. Et quand même, une autre différence que je vois avec une agence de voyage, c'est comment les personnes réservent elles-mêmes leurs hébergements, les activités s'il y en a, enfin les transports, etc. Toi, tu proposes et les gens disposent, quoi. Exactement. Moi, je prends pas du tout la main sur les réservations. Tu as raison, c'est un point qui est important. Moi, je ne ferai pas les réservations à la place de mes clients. C'est vraiment mes clients qui vont faire la réservation. Alors, ça a un double intérêt. C'est que c'est eux aussi qui auront toutes les notifications, qui vont avoir le contact direct avec les hôtels, avec les Airbnb si nécessaire, les changements de vol. Enfin, tout ça, c'est vraiment eux qui restent maîtres de tout ça. Et puis, c'est eux qui vont, comme tu dis, qui vont choisir, en fait, qui vont vraiment faire l'acte d'achat du début à la fin. Il n'y a pas de frais cachés. C'est-à-dire que si je leur dis le logement il est à 75 €, quand ils vont payer 75 €. C'est pas, voilà, il n'y a pas 10% pour Pascal. Voilà, c'est vraiment, c'est assez transparent. Donc, en termes de maîtrise de budget, c'est vraiment mon client qui va. Moi, je m'assure que toutes les propositions que je fais restent dans le budget. Mais finalement, tu as des clients qui vont peut-être partir sur toutes les offres les moins chères et être en dessous du budget qui s'était fixé, par exemple. Ouais. Tu vois, c'est possible. Et à l'inverse, tu peux te dire, là, je me fais un plaisir et je me prends tel hébergement parce que j'essaye de temps en temps de trouver des petites choses avec des cerises sur le gâteau, tu vois, ce qui est quand même sympa. Et puis, le logement d'après, du coup, comme celui-là, je l'ai payé un peu plus cher, je baisse un peu, tu vois. C'est de la tambouille comme à la maison, c'est exactement le même système. Ouais, ok. Voilà. Et donc, ton entreprise s'appelle Revaoa. C'est ça. Et je me demandais pourquoi ça s'appelle Revaoa, d'où ça vient. Ça sonne un peu polynésien quand même. Ça sonne un peu polynésien, ouais. Alors, c'est pas une île de Polynésie, ça pourrait. Il y a un petit jeu avec rêve à moi. Parce qu'il y a vraiment le côté un peu rêve, parce que c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas, j'essaye d'aider les gens à réaliser vraiment leur voyage comme ils l'ont imaginé, rêvé, et au-delà, quand je peux. C'est vrai que j'aime que les gens me disent c'était vraiment chouette, je pensais pas, et ça m'a surpris, on a adoré. Tu vois, d'avoir des gens qui veulent revoyager avec moi, c'est quand même sans doute la plus belle des victoires. Et puis effectivement, il y a ce côté polynésien. J'avais envie de retrouver des sonorités comme Fakarava, comme, tu vois, des destinations qui sont en fait des destinations importantes pour nous. On a un attachement particulier pour la Polynésie et les Polynésiens, encore plus que la Polynésie, je crois, qui sont des gens merveilleux, qui ont sans doute été les premières personnes qui m'ont ouvert les yeux sur ce plaisir de vivre et de voyager, de découvrir de manière extrêmement simple les autres, avec une belle générosité. Du coup, j'avais envie d'inscrire un petit peu mon entreprise dans ce rapport-là aux autres, quoi. Ouais. Donc, ça, pour moi, c'était important. Donc oui, il y a un peu de tout ça là-dedans. Voilà. Avec Émilie, on a vachement aimé ta philosophie en fait liée au voyage, etc. On n'avait jamais trop parlé, autant de votre vie de voyageur, de vie de famille de voyageur, etc. Mais on est super contente avec Émilie de travailler avec toi et de te faire connaître un petit peu si on peut à notre modeste échelle, quoi. Et puis on a la même philosophie en fait, pouvoir aider le plus de gens possible à découvrir le monde, à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, voilà, à oser et puis à emmener ses enfants dans cette formidable aventure, quoi. Donc ce que j'adore aussi, c'est que
j'ai vraiment une belle relation avec mes clients et assez rapidement, on a quand même tu rentres dans l'intimité des gens, forcément, un petit peu. Et du coup, on a une belle confiance et ça, c'est quelque chose qui me plaît et qui me satisfait énormément quand je vois que j'ai répondu à la confiance qu'ils m'ont donnée et qu'ils sont hyper contents, c'est chouette. Ils te racontent après, tes clients, ils te racontent après comment ça s'est passé et tout ça? Ouais, j'en ai qui me racontent, j'en ai qui m'envoient des petits messages pendant qu'ils sont en voyage. Ouais. Bon, ben génial. Est-ce que, pour conclure, je voulais te demander quel projet vous avez, vous, à titre perso, de projet de voyage, hein, ouais. Et est-ce que aussi tu trouves encore, du fait que maintenant ton métier est déjà d'organiser des voyages, du coup pour les autres, est-ce que toi tu as encore envie est-ce que tu as encore du plaisir à préparer des voyages pour vous? Ouais. Alors clairement, en ce moment, je suis en manque. Je n'ai pas de voyage à organiser pour moi-même. Et c'est rigolo parce que ça fait partie, tu vois, c'était la discussion de ce week-end avec mon mari. Alors en fait, je triche. On a le meilleur ami de mon fils aîné qui va partir en bateau pendant un an, au mois de juin. Donc on a prévu d'aller les rejoindre peut-être dans les Caraïbes, on va voir. Faut qu'on affine ça avec le capitaine, tu vois, de savoir un peu quand est-ce qu'ils y seront pour pouvoir commencer à organiser. Et je pense que secrètement mon mari aimerait qu'on ait un bateau aussi pour, tu vois, faire un peu de voyage avec eux. Donc on va se calmer tout de suite. Mais pourquoi on va se calmer tout de suite? Non, alors je suis pas du tout. Je suis facilement dans l'eau, je veux bien faire plein de choses et tout, mais c'est vrai que comment dire, quand j'imagine un bateau perdu, tu vois, non, en fait, c'est un lapsus, mais quand j'imagine un bateau au milieu de la mer avec juste de l'eau tout autour de moi, on a déjà fait l'expérience parfois, notamment en Polynésie. Je me sens pas hyper rassurée parce que je maîtrise pas cet élément assez. Lui, il a fait beaucoup de voile et je pense que ça. Il est breton, il a ça dans le sang. C'est ça. Et ben moi, pas trop. Je suis plus, tu vois. Et du coup, ok, si on n'est pas loin des terres, tu vois. Je pense que ça va venir petit à petit, mais je suis pas. Ça me fait une marge de progression. C'est toujours intéressant d'avoir des deux. Donc voilà, il y a peut-être ce projet dans les Caraïbes plutôt pour l'hiver 2023, tu vois. Ouais. Voilà, Toussaint, hiver, je sais pas, on va voir en fonction de leur plan de navigation. Et on aimerait bien repartir en Asie et peut-être Indonésie. Je sais pas, on est un peu chaud là-dessus en ce moment. Donc. Ouais. Il est certain qu'on aura d'autres voyages. Pour l'instant, on n'a pas encore calé exactement les choses. Ouais, il n'y a rien de concret, mais il y a déjà des belles idées, quoi. Ouais, carrément. Bah oui. Après, il y aura des choses un peu pas prévues qu'on fera quand même. On va voir. Mais oui, il y a des projets. Ouais. Écoute, super. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir fait voyager pendant un petit peu plus d'1 heure. Bon, comme d'habitude, je dépasse tout le temps. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, j'espère vraiment que tu auras inspiré, enfin oui, j'en suis sûre d'ailleurs, hein, des familles voyageuses, leur montrer une nouvelle fois que c'est possible. Et puis, pour ceux qui sont encore un petit peu hésitants, bah, du coup, tu peux les aider concrètement à passer un petit cap, quoi. Avec plaisir. Ouais. Même, tu vois, j'ai accompagné des gens même sur un petit moment de leur voyage, pas forcément toute la durée. C'est possible aussi s'il y a un moment qui paraît un peu plus compliqué. Ouais. Tu vois, ça peut être ça. C'est un coup de pouce. En tout cas, j'espère que beaucoup de gens auront envie de tenter l'aventure avec leurs enfants. C'est ça qui est important. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Et puis, à très bientôt, sans doute. Ouais, merci à toi. Encore une fois, un grand merci à Pascal d'avoir pris le temps de témoigner et de partager avec vous tous son superbe voyage autour du monde pendant 1 an, ses envies d'évasion, ses rêves de voyage. Vous l'avez peut-être remarqué, le petit passage sur la journaliste qui les a suivis, en fait on l'a enregistré après coup parce que j'avais un peu oublié et je trouvais que c'était hyper intéressant quand même d'avoir ce retour aussi parce qu'on est sans doute nombreux à regarder ces émissions avec ces familles voyageuses à la télé et voilà, donc grâce à Pascal on connaît un petit peu les dessous de ces reportages. Et d'ailleurs, le reportage qui a été consacré à leur famille est disponible sur le site de Pascal, donc sur son site de travel planner qui s'appelle Revaoa. Et évidemment, je vous mets toutes les coordonnées dans l'article qui accompagne cet épisode, donc sur le blog.
J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, qu'il vous donne vous aussi l'envie peut-être de vous jeter à l'eau, qui vous donne des bonnes idées de pays à visiter, et puis que vous avez découvert ce nouveau métier de travel planner. En tout cas, je le redis, on est très heureuse avec Émilie de vous faire connaître Pascal, son métier, et d'apporter aussi, de compléter l'offre de parents voyageurs pour vous aider à organiser des vadrouilles, des escapades avec vos enfants. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire, 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux pour le commenter. Tout ça est très très important pour nous. Un grand merci et je vous dis à très bientôt.